Je suis né en 1951. Je suis né dans enfant unique dans une famille d'origine juive. Et nous étions à Périgueux, en Dordogne, récemment installés dans cette ville. Mon père était commerçant. Et j'ai suivi l'école primaire en Dordogne et j'ai été au lycée à Périgueux et plus tard à Paris. En Dordogne, je m'intéressais à la préhistoire. Vous savez que la Dordogne est le pays de la préhistoire. Et j'avais conçu le dessein d'être archéologue ou paléontologue. Pour moi, c'était un petit peu la même chose. C'était le passé qui sortait de la Terre et tout cela m'intéressait. Euh, Par ailleurs, je dois mentionner qu'un film que j'ai vu quand j'avais, je crois, 5 ans, c'était Le Monde du silence de Jacques-Yves Cousteau, qui a beaucoup stimulé mon intérêt pour la recherche et qui a fait que, à cet âge-là, je souhaitais devenir chercheur et mener une recherche aventureuse, comme Cousteau qui plongeait au fond des mers, côtoyait des mérous. C'était quelque chose qui me tentait énormément. À Périgueux, en classe de 4e, j'ai eu la chance d'avoir un professeur de lettres, M. Hubert, qui nous enseignait en particulier le grec, et qui nous expliquait, qui nous initiait la phonologie historique du grec. Et après le bac, qui était en 68, je me suis inscrit au département de linguistique de Vincennes. J'ai été initié à la linguistique générative de Chomsky et Halley, par Pierre Encrevé, je crois. En même temps, j'ai dû choisir une langue vivante, il fallait choisir une langue vivante, et pour des raisons très pratiques, j'ai choisi le chinois, qui d'ailleurs m'intéressait parce que je pouvais supposer qu'il y avait d'une part une grande variété de dialectes en synchronie, et d'autre part une grande profondeur temporelle. Donc je me disais qu'il y avait beaucoup de choses à trouver en chinois, et c'est aussi une des raisons, à côté des raisons pratiques, pour lesquelles j'ai choisi le chinois. Par ailleurs, l'écriture chinoise m'intriguait. L'enseignement en linguistique à Vincennes était purement synchronique. Alors cela m'intéressait, mais ça ne me satisfaisait pas entièrement parce que j'étais attiré par la diachronie, par l'histoire des langues, et la diachronie jouissait alors de peu de considération. Après une espèce de crise personnelle, la 2e année de fac, je me suis inscrit en chinois à Bordeaux 3, et j'ai passé ma licence en 73, puis de retour à Paris, ma maîtrise en 74 à Paris 7. À Paris, je m'intéressais à la linguistique en franc-tireur et je fréquentais les séminaires de linguistique, séminaires en linguistique chinoise du CERELAO, le centre où nous sommes en ce moment, qui était alors dirigé par Alexis Rigaloff, secondé par Viviane Alton. Et j'ai beaucoup appris dans ces séminaires où intervenaient des linguistes français, mais aussi des linguistes étrangers de passage, comme Paul Kratochvil de Cambridge et Paul Yang Fumien de l'université jésuite de Georgetown. La phonologie synchronique du mandarin que Rigaloff avait écrite m'avait beaucoup plu. Et je la trouvais très élégante. Et cela m'a amené à vouloir travailler sur la phonologie d'autres dialectes, à la fois en phonologie synchronique et en phonologie diachronique. Viviane Alton m'a suggéré le Hakka, elle m'a orienté vers le dialecte Hakka, qui est parlé, c'est un dialecte chinois qui est parlé dans la région de Canton et en particulier dans les nouveaux territoires de Hong Kong. Sur la recommandation de Rigaloff, j'ai obtenu faire mon service militaire dans la coopération et j'ai passé 2 ans à Hong Kong entre 75 et 77 à enseigner le français à l'université chinoise. Avant de partir, André-Georges Audricourt m'a mis en garde contre la solution de facilité qui consistait, quand on enquête sur des dialectes chinois, plutôt qu'à recueillir des mots de la langue parlée, à recueillir des prononciations de lecture des caractères chinois. C'est-à-dire que vous prenez un caractère chinois, vous le montrez à votre informateur, vous dites comment ça se prononce. Par exemple, vous prenez le caractère chinois pour ciel, vous le montrez à votre informateur, vous dites comment ça se prononce dans votre dialecte. Beaucoup de linguistes
beaucoup de dialectologues du chinois font cela, en particulier en Chine. C'est une solution de facilité qui consiste à considérer que le caractère chinois représente le mot. En fait, c'est vrai, le caractère chinois a un sens, mais c'est son sens, souvent son sens très ancien, et il n'a pas forcément ce sens-là dans le dialecte, et il n'est pas sûr d'ailleurs que le mot, enfin, que la prononciation que vous allez recueillir est une prononciation qui fait partie de la langue habituelle dans le dialecte. Donc Haudricourt m'a mis en garde contre cela, et il m'a fait utiliser le questionnaire de l'école française d'Extrême-Orient, questionnaire de mots. C'était un bon conseil qui avait été donné en peu de mots. À Hong Kong, j'ai donc pu travailler sur le dialecte Hakka. Alexis Rigalov ne dirigeait ma thèse que d'assez loin, et je me suis inspiré du travail d'un linguiste japonais, Mantaro Hashimoto, qui avait travaillé sur le Hakka et dont j'ai copié assez servilement le plan et les méthodes. C'est ce travail qui m'a initié au chinois ancien. En effet, il s'agissait de dégager les correspondances entre le dialecte Hakka que j'enregistrais dans les nouveaux territoires de Hong Kong et le chinois ancien, tel que sa prononciation ressort d'un dictionnaire publié au début des années 600 de notre ère. Donc la prononciation du chinois ancien, 6e siècle, en gros 6e siècle de notre ère, est bien connue. Et quand on décrit un dialecte chinois, l'une des choses que l'on fait en général, c'est de décrire les correspondances entre ce dialecte et le chinois ancien. Donc c'est ce que j'ai fait, en prenant exemple sur le travail d'Hashimoto, et la régularité des correspondances entre le chinois ancien et le dialecte Hakka que j'enregistrais m'a surpris. De retour en France, j'ai soutenu ma thèse consacrée au dialecte Hakka en 1977. Fin 1977, j'ai obtenu une bourse du gouvernement chinois pour étudier en Chine. J'y ai passé 1 an, d'abord à Pékin, et puis après à l'université de Nankin, où le professeur Lu Guoyao nous formait à la phonologie historique du chinois. De retour en France, j'avais 27 ans, et Alexis Rigalov, le directeur du CERELAO, m'a encouragé à faire un séjour postdoctoral de 3 mois au laboratoire de phonétique de Mario Rossi, dont j'aurai l'occasion de vous reparler tout à l'heure. C'était à Aix en 1978. Puis, sur l'introduction de François Delle, l'un des chercheurs du CERELAO, j'ai travaillé plusieurs années, d'abord sur vacation, puis comme attaché de recherche, quand j'étais au CNRS, avec Bénédicte de Boisson-Bardy, sur le babillage. Ça a été ma première expérience de travail scientifique collectif et rémunéré. Les psycholinguistes français étaient alors en train de basculer du constructivisme de Piaget vers l'innéisme de Chomsky. Et Bénédicte de Boisson-Bardy se situait dans ce mouvement, et elle cherchait à montrer que des différences existaient dans le babillage des enfants en fonction de la langue cible dès l'âge de 10 mois. J'ai donc recueilli et transcrit des échantillons de babillage d'enfants chinois que je suis allé recueillir à Hong Kong, et j'ai participé à l'analyse de ces données dans une perspective interculturelle. Nous avons pu valider l'hypothèse de départ, et j'y ai gagné une expérience du travail scientifique, de la formulation d'hypothèses, de leur falsification, ainsi que des publications, des congrès. Sur le plan scientifique, outre l'introduction à la psycholinguistique que j'y ai reçue, une nouveauté pour moi a été de voir l'importance des arguments statistiques, tant chez les phonéticiens que chez les psycholinguistes. J'ai d'abord voulu savoir si le Hakka était apparenté à un autre groupe de dialectes, les dialectes Han, comme le pensait un linguiste chinois, Wu Changpei. Ma thèse d'État sur ce groupe de dialectes refaisait pour le dialecte de Nanchang, la capitale de la province du Jiangxi, donc c'est la province où les dialectes Han sont parlés. Donc ma thèse d'État refaisait pour le dialecte de la capitale de cette province, Nanchang, ce que j'avais déjà fait pour le Hakka, mais en dégageant la stratification des couches d'emprunt
fait par le Khan de Nanchang au chinois central à différentes époques, et inspiré en cela par un article important de Jerry Norman, un linguiste américain, spécialiste des dialectes chinois, spécialiste d'un groupe de dialectes chinois qui s'appelle le Min. Jerry Norman avait pu montrer qu'en Min, les dialectes Min ont emprunté au chinois central à différentes époques, ce qui fait que en Min, on trouve une stratification d'emprunts du chinois central à différentes époques. Donc, cette idée était alors nouvelle et j'ai voulu faire j'ai voulu faire la même chose pour le dialecte de Nanchang. En même temps, j'essayais de retracer l'histoire phonologique des dialectes Han en exploitant les cartes dialectales que j'avais établies. Ce travail m'a permis de vérifier toute la valeur de la géographie linguistique, qui était une tradition inconnue de mes collègues en dialectologie chinoise, sauf de mes collègues japonais. De ce travail sur les dialectes Han, j'ai conclu que le Hakka est bien apparenté au Han, mais en fait à une partie du Han, le Han du Sud, tandis que le Han du Nord, auquel appartient Nanchang, est une langue dont la stratification est très différente du Han du Sud et du Hakka. Cependant, avec les principes auxquels j'adhère aujourd'hui, je ne suis pas sûr que je maintiendrai ma conclusion sur la parenté du Han du Sud et du Hakka. Il y avait dans ce travail une contradiction fondamentale. D'une part, la géographie linguistique est hostile au principe même de classification généalogique des parlers locaux. C'est-à-dire, les gens qui font de la géographie linguistique disent qu'on ne peut pas classer, on ne peut pas proposer une classification historique valide des parlers de différents villages dans une même région. En effet, les faits de contact sont trop importants, les mots s'empruntent, et en fait, pour présenter une classification historiquement valide, il faudrait avoir recours non pas à des arbres généalogiques, mais à des graphes du genre réseau, plutôt qu'à des graphes arborescents. Donc d'une part, la géographie linguistique que j'utilisais est hostile à ce principe, au principe de classification généalogique des parlers de différentes localités, et d'autre part, je cherchais moi-même à déterminer la généalogie d'ensembles dialectaux comme le Hakka, le Han du Sud. Donc il y avait là une contradiction, et je trouvais la solution à cette contradiction dans l'idée que, en fait, des lois différentes s'appliquent au niveau des parlers locaux et au niveau des ensembles de dialectes un peu plus gros, un peu plus grands, au niveau des groupes dialectaux ou des langues. André-Georges Audricourt avait proposé en 1954 une théorie des tons du chinois. Vous savez qu'en chinois ancien, il y avait 3 tons, fondamentalement, et Audricourt avait proposé une théorie qui disait que l'un de ces tons venait de mots terminés par un H, un autre venait de mots terminés par un coup de glotte, quelque chose comme A, I, OU, et puis un troisième ton venait de mots qui n'étaient terminés par aucun de ces... ni par l'un ni par l'autre. Et il me semble... Enfin, l'idée d'Audricourt me plaisait, mais d'un autre côté, il n'y a pas dans les dialectes chinois de mots... on ne trouve pas dans les dialectes chinois de dialectes où le ton dont Audricourt disait qu'il venait d'un H final ont encore quelque chose comme un H final. Il y a des dialectes où les tons provenant, dans la théorie d'Audricourt, d'un coup de glotte final ont encore un coup de glotte, mais il n'y en a pas où le H final demeure. Il y a peut-être une modification à apporter à la théorie d'Audricourt, mais ce n'est pas une modification fondamentale, en fait. Dès avant d'entrer au CNRS, j'avais acheté le livre important de Bénédicte, Paul Bénédicte, qui s'appelle Sino-Tibetan A Conspectus, le Conspectus de Bénédicte, paru en 1972.
Et j'avais été déçu de ne pas y trouver une exposition systématique des correspondances phonétiques entre le chinois et le tibéto-birman. Quand on veut prouver que deux langues sont apparentées, il faut montrer qu'il y a des correspondances phonétiques entre les mots, c'est-à-dire que tel son de telle langue correspond à tel son de l'autre langue, et que ces correspondances valent dans un ensemble important de mots. En particulier des mots du vocabulaire fondamental. Or, j'avais été déçu de ne pas trouver une exposition systématique des correspondances entre le chinois et le tibéto-birman. Je fréquentais aussi dans les années 80 la conférence sino-tibétaine où je côtoyais Paul Benedict donc, et Jim Matisoff. Matisoff, il présentait toujours à ses conférences des articles qui faisaient intervenir des changements phonétiques irréguliers. Donc des changements phonétiques qui avaient pour résultat qui avaient pour but d'expliquer pourquoi il n'y avait pas de correspondance phonétique. Benedict, quant à lui, insistait sur l'importance du vocabulaire de base dans la détermination des parentés génétiques entre langues. Il n'insistait pas du tout sur les correspondances phonétiques, et j'en suis venu à soupçonner qu'il n'existait pas de correspondance phonétique régulière entre le chinois et le tibéto-birman. En particulier, l'hypothèse sino-tibétaine ne paraissait pas expliquer les tons du chinois, ni les ordres d'occlusive du chinois. Ordre d'occlusive, ça veut dire, les occlusives sont des sons, sont des consonnes, sont les sons comme pe, te, que, be, de, ge, et en chinois ancien, il y en avait trois ordres, un ordre sourd, pe, te, que, non aspiré, un ordre sourd aspiré, pe, te, que, et un ordre sonore, be, de, ge. Et on ne trouve pas de langue, on n'a pas trouvé dans les langues tibéto-birmanes, donc qui sont réputés être l'autre branche du sino-tibétain avec le chinois, on ne trouve pas de correspondance régulière. On ne peut pas dire les pe du chinois correspondent au pe de telle langue, ou au be, parfois ça correspond au pe, parfois au be, parfois au pe. On ne sait pas comment expliquer. C'est l'absence de correspondance à ce niveau-là. Donc, j'en suis venu à soupçonner, comme je l'ai dit, qu'il n'existait pas de correspondance phonétique régulière entre le chinois et le tibéto-birman. Je me trompais en cela. Les correspondances phonétiques sont en train d'apparaître, et elles corroborent dans l'ensemble les comparaisons présentées par Benedict dans son livre Conspectus. Je m'enthousiasmais par contre pour la théorie de la tonogénèse d'Audricourt, selon laquelle les tons du vietnamien et du chinois ont leur origine dans des consonnes à la fin des mots. Des consonnes aujourd'hui disparues et qui ont laissé des tons, comme je le disais tout à l'heure. Le H laissant un ton, le coup de glotte un autre ton, et l'absence de H ou de glottal sop laissant en fait un troisième ton. J'appréciais aussi la théorie austro-thaï de Benedict, qu'il avait présentée en 1942, et qui disait que le thaï n'est pas apparenté au chinois, comme on le croyait alors beaucoup, mais en fait à l'austronésien. L'austronésien, ce sont les langues du Pacifique, les langues de Taïwan, des Philippines, d'Insulinde, Malaisie, Indonésie, Bornéo, Mélanésie, Polynésie, et Madagascar, qui est dans une toute autre région, mais il n'empêche, Madagascar est une langue austronésienne. Donc Benedict avait formulé en 1942 cette hypothèse, disant que le thaï n'était pas apparenté au chinois, comme on le croyait, mais aux langues du Pacifique. Et il avait formulé cette théorie parce que, à cause du vocabulaire du thaï. Benedict était quelqu'un qui s'intéressait beaucoup au vocabulaire et pas trop aux correspondances phonétiques, et il avait cette idée que si vous voulez déterminer les correspondances phonétiques, si vous voulez déterminer les parentés génétiques entre langues, ce qui compte, c'est une certaine partie du vocabulaire qu'on appelle le vocabulaire de base. Le vocabulaire de base, qu'est-ce que c'est ? Typiquement, c'est les pronoms personnels, je, tu, pas trop il, je et tu, les nombres, surtout les nombres les plus bas, 1, 2, 3, les noms de parties du corps,
les noms d'objets naturels comme le soleil, la lune, l'eau, les noms de certains animaux et les termes de parenté, ce genre de choses. Certains verbes aussi, comme mourir, manger, aller, sont des notions universelles qu'on n'a pas besoin d'emprunter et qui, pour une raison qui devrait être expliquée qui devrait être mieux expliquée, ce sont des notions très stables, ce sont les mots qui représentent ces notions changent très peu dans les langues. Donc si vous voulez montrer que deux langues sont apparentées, si vous arrivez à montrer qu'elles ont ces mots en commun, c'est un argument très fort. Et l'idée de Bénédicte, qu'il était un des premiers à avoir en 1942, est maintenant une idée très, très largement acceptée. Donc Bénédicte avait présenté cette idée Bénédicte avait observé que le vocabulaire de base du thaï n'était pas du tout proche du chinois. Il y avait très peu de mots du vocabulaire de base qui étaient communs entre le thaï et le chinois. Le thaï ressemble au chinois. Une ressemblance générale avec le chinois, c'est des mots syllabiques, des tons, le même ordre des mots, beaucoup de mots communs. Mais les mots communs ne sont pas des mots du vocabulaire de base. C'est ça que Bénédicte a vu. Ce sont des mots du vocabulaire culturel. Et Bénédicte a dit, le vocabulaire culturel, c'est un vocabulaire qui s'emprunte facilement. La parenté du thaï n'est pas du côté du chinois ou du tibéto-birman, elle est du côté de l'austronésien, parce qu'il s'est aperçu que les pronoms personnels, les nombres, certaines parties du corps importantes, certains verbes étaient les mêmes entre le thaï et les langues austronésiennes. Donc cette théorie m'avait beaucoup intéressé et je pensais qu'il avait raison. Or, la théorie de Bénédicte, la théorie austro-thaï, n'expliquait pas les tons du thaï. Le thaï a des tons, l'austronésien n'en a pas, il fallait expliquer comment, si Bénédicte avait raison que le thaï et l'austronésien étaient apparentés, eh bien, normalement, on aurait dû pouvoir expliquer les tons du thaï à partir des consonnes finales de l'austronésien, si on utilisait la théorie d'Audricourt. Moi, je croyais que la théorie d'Audricourt expliquait les tons, et je croyais que Bénédicte avait raison pour l'austro-thaï, donc je me suis dit, tiens, pourquoi ne pas aller voir les consonnes finales de l'austronésien? Je ne connaissais pas l'austronésien, mais bon, je m'y suis intéressé, et voir si on ne trouve pas des consonnes finales qui peuvent expliquer les tons du thaï. Alors, je n'ai pas trouvé grand-chose de convaincant entre le thaï et l'austronésien, et en fait, c'est parce que j'ai utilisé une reconstruction trop ancienne de l'austronésien, une reconstruction faite par Dempf-Wolf en 1934-1938, reconstruction qui ne prenait pas en compte les langues austronésiennes de Taïwan, les plus conservatrices. Et par contre, je trouvais quelque chose de complètement inattendu. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, le sino-tibétain n'explique pas les tons du chinois. C'est-à-dire, on voit que le chinois a des tons. Audricourt a expliqué d'où ils venaient, ces tons, mais on ne trouve pas dans les langues tibéto-birmanes les consonnes qu'on devrait trouver qui expliquent les tons du chinois. En fait, on commence à les trouver, mais à l'époque, on ne les avait pas trouvés. Mais moi, en regardant l'austronésien, j'ai trouvé une série de mots austronésiens dont la dernière syllabe avait des correspondances phonétiques récurrentes avec des mots chinois. Et en particulier, il y avait une correspondance qui m'a beaucoup intéressé, c'est que certains mots austronésiens étaient terminés par une consonne qu'on note par la lettre Q, et cette consonne est une uvulaire, une occlusive uvulaire, c'est le son Ka, ça se prononce Ka. C'est une espèce de K qui se prononce plus en arrière dans la bouche que le K. Et cette consonne faisait partie, d'après les reconstructions qu'on avait et qu'on a toujours, de la prononciation du proto-austronésien, l'ancêtre des langues austronésiennes. Et ce que j'ai observé, donc, c'est que des mots austronésiens terminés par cette lettre Q, cette consonne Ka, correspondaient aux mots chinois avec le ton dont Audricourt disait qu'il venait du coup de glotte. Or, le coup de glotte et le Ka sont des sons assez proches.
C'est tout à fait vraisemblable et tout à fait plausible de supposer qu'un Q, un Q, va évoluer vers un coup de glotte. Donc on semblait avoir, l'austronésien semblait montrer un état antérieur au chinois. Et donc, il m'a semblé que j'avais trouvé l'origine des tons du chinois, mais paradoxalement en austronésien. L'austronésien était alors habituellement considéré comme étant sans rapport historique avec le chinois, et lequel était, comme vous le savez, était réputé être plus prochement apparenté du tibéto-birman. Alors, j'interprétais ces observations comme la preuve d'une parenté génétique entre le chinois et l'austronésien, et je maintiens aujourd'hui cette conclusion. Quant à la parenté généralement acceptée du chinois avec les langues tibéto-birmanes, il me sembla qu'elle était moins proche que celle du chinois avec l'austronésien. Comme je vous l'ai dit, je soupçonnais qu'il n'y avait pas de correspondance phonétique. Je me disais, Bénédicte n'arrive pas à en citer, Matisov ne fait que des papiers où il parle de changements phonétiques irréguliers, ça doit vouloir dire qu'il n'y a pas de correspondance phonétique. S'il y en avait, on aurait dû les trouver. Et donc il m'a semblé, j'ai dit à une conférence en 1991, je crois, que l'austronésien était plus prochement apparenté du chinois que le chinois ne l'était du tibéto-birman. Ce qui était une erreur, comme je devais le reconnaître par la suite. Donc à la conférence sino-tibétaine où j'ai présenté ces résultats, conférence sino-tibétaine, je suis allé à une conférence sino-tibétaine pour dire que le sino-tibétain n'existait pas. Bon, vous imaginez quel a été l'accueil de ma proposition. Elle a fait grand bruit, mais elle a été violemment combattue par les sino-tibétanistes, car elle revenait à dire que le sino-tibétain n'existait pas. Ou tout au moins qu'il fallait y incorporer l'austronésien comme plus proche parent du chinois. Cependant, dans les années suivantes, des preuves de parenté entre le tibéto-birman et l'austronésien sont graduellement apparues. C'est-à-dire que je me suis graduellement rendu compte que la parenté entre l'austronésien et le chinois n'était pas uniquement entre l'austronésien et le chinois, c'était aussi entre l'austronésien et le tibéto-birman. On trouvait le même genre, parfois les mêmes faits et parfois le même genre de faits entre l'austronésien et le tibéto-birman qu'entre l'austronésien et le chinois. Il n'y avait pas de raison de dire que l'austronésien était plus proche de l'un ou de l'autre. Et j'en suis donc venu à adopter la position moyenne que le sino-tibétain existe bel et bien, et que c'est l'ensemble du sino-tibétain, et non seulement le chinois, qui est apparenté à l'austronésien. J'ai à ce jour publié 4 articles sur cette question, et il me semble que ma théorie est de moins en moins combattue, mais je pense qu'elle ne pourra vraiment s'imposer que lorsque j'aurai publié un livre, tâche qui devrait occuper une partie des années à venir. La comparaison des mots austronésiens avec les mots chinois m'avait forcé à me former au chinois archaïque. Je n'avais pas été formé au chinois archaïque, comme je vous l'ai dit, j'ai appris le chinois archaïque, c'est plus ancien que le chinois ancien. Le chinois ancien, comme je l'ai dit, c'était au 6e siècle de notre ère. Le chinois archaïque, c'est 1000 ans avant à peu près. C'est la langue de Confucius et la langue de l'Antiquité chinoise. Donc je n'avais pas été formé en France au chinois archaïque, il n'y avait pas de formation, mais pour comparer les mots austronésiens avec des mots chinois, j'avais dû me former au chinois archaïque parce que lorsque vous voulez étudier la parenté d'une langue avec une autre langue, vous devez évidemment utiliser les formes les plus anciennes possibles des deux langues. Donc la forme la plus ancienne possible connue du chinois, c'est le chinois archaïque. Et vers 1989-90, j'ai étudié le système de reconstruction du chinois archaïque de Li Fangkui. Alors ce système n'était pas parfait. En particulier, je savais que le traitement des mots à L, des mots à initiale L, était erroné. Le traitement correct avait été donné par des chercheurs comme
Poulieblanc, Edwin Poulieblanc et Yevgeny Yachontov dans les années 60. Mais le système de Lifankwe était alors le système dominant et j'ai voulu l'utiliser parce que c'était le système dominant et aussi pour montrer que j'avais pas besoin de trafiquer le système dominant pour montrer qu'il existait des correspondances phonétiques entre l'austronésien et le chinois. J'ai donc comparé la dernière syllabe des mots proto-austronésiens avec les syllabes reconstruites pour le chinois archaïque par Lifankwe. Très vite, il m'a paru que certains éléments dans la reconstruction de Li devaient être systématiquement ignorés. En particulier, les consonnes Y et R, Y et R, quand elles apparaissaient entre une consonne initiale et une voyelle. Lifankwe reconstruisait des mots comme, je ne sais pas, crâne par exemple. Quand il y avait crâne, en général, on pouvait comparer à un mot austronésien qui se terminait par kan. S'il y avait un kian, on pouvait aussi comparer à kan. Donc on pouvait ignorer ces deux sons quand elles apparaissaient entre une consonne initiale et une voyelle. Il me sembla que ces consonnes étaient des infixes, comme il en existe en austronésien. Des infixes, c'est comme des préfixes ou des suffixes, sauf qu'on les met au milieu du mot. Et vous avez des langues qui ont des préfixes, des langues qui ont des suffixes, des langues qui ont les deux. Vous avez même des langues qui ont à la fois des préfixes, des suffixes et des infixes. L'austronésien a les trois. Et le chinois, enfin les langues sino-tibétaines étaient réputées n'avoir que des préfixes et des suffixes, pas d'infixes, mais il m'a semblé que ces R que je pouvais, ces R et ces Y que je pouvais ignorer étaient des infixes. J'avais tort en ce qui concerne Y, qui s'avère aujourd'hui être un élément phonologique, faire partie de la prononciation en fait, et non morphologique. Les infixes, les affixes font partie de la morphologie. Mais j'avais raison pour R, qui a une valeur répétitive ou intensive. Quand vous ajoutez un R dans un mot, ça confère à ce mot une valeur, une nuance répétitive ou intensive. Et on peut trouver, à la fois dans les langues sino-tibétaines, tibéto-birmanes et en austronésien, un affixe comparable, qui se prononce aussi R et qui fait le même travail. Donc j'ai publié en 1993 un article où j'expliquais que le R du chinois archaïque était un inffixe. En tout cas celui qui apparaît entre une consonne initiale et une voyelle. En 1992 est paru un livre très important pour le chinois. C'était le manuel de phonologie du chinois archaïque de William Baxter, qui est depuis devenu mon ami et avec qui je collabore. La contribution principale de ce livre était d'améliorer de façon considérable la compréhension qu'on avait des rimes de la poésie du chinois archaïque. Vous comprenez l'intérêt d'étudier les rimes de la poésie, c'est parce que les rimes, évidemment, sont la fin des mots, et si vous comprenez le système des rimes, vous comprenez la fin des mots. Ça vous renseigne sur la façon dont les mots étaient prononcés à la fin. Baxter avait innové en utilisant des méthodes statistiques assez élaborées pour traiter les rimes de la poésie archaïque. Et ce faisant, il était arrivé à un système beaucoup plus complexe de rimes que ce qu'on connaissait jusqu'alors. Jusqu'alors, on était sur l'idée qu'il y avait en gros une trentaine de rimes en chinois archaïque, mais Baxter est arrivé à un système plus complexe d'une cinquantaine de rimes, avec un système à 6 voyelles. Auparavant, on avait moins de voyelles. Donc Baxter a découvert que dans certains poèmes où on connaissait les séquences de rimes, c'est-à-dire on savait ce qui rimait avec quoi, mais on ne savait pas ce qui ne rimait pas avec quoi. Donc dans certains poèmes, vous aviez de longues séquences de rimes qui auparavant étaient toutes interprétées comme des rimes en « an », par exemple, mais Baxter a montré qu'en fait il y avait 3 rimes, une rime en « an », une rime en « n », une rime en « on ».
Donc Baxter a découvert des distinctions qu'on ne connaissait pas avant. Donc il est arrivé à un système de rimes plus compliqué. Et le résultat auquel il est arrivé était presque en tout point identique au résultat auquel étaient arrivés indépendamment deux autres chercheurs, Zhangjiang Shangfang de Pékin et Sergei Starostin de Moscou. Mais à la différence de ces deux autres chercheurs, Baxter avait donné à cette découverte un fondement empirique solide, grâce aux méthodes statistiques qu'il avait utilisées. Alors, j'ai tout de suite compris la valeur et l'importance du livre de Baxter, et j'en ai publié un compte-rendu dans la revue Diachronica en 1993. En même temps que j'en appréciais les innovations, j'avais certaines critiques à formuler sur la façon dont il rendait compte, en particulier du début des mots. Ma critique principale était que sa reconstruction ne prenait pas en compte la morphologie. Il savait qu'il y avait de la morphologie, il savait qu'il y avait des préfixes, et de temps en temps il disait « ceci doit être un préfixe », mais il n'y avait pas de prise en compte explicite de la morphologie, pas de cadre qui permettait la prise en compte explicite de la morphologie. Il considérait implicitement que en fait, la morphologie était un problème qu'on devrait chercher à résoudre une fois qu'on aurait compris la prononciation. Une fois qu'on aurait compris la prononciation, la morphologie, ça viendrait tout seul. En fait, je pensais moi que ça n'était pas vrai parce que les affixes conditionnent l'évolution phonétique des consonnes vers le chinois ancien. Donc en fait, pour comprendre la prononciation, il fallait aussi comprendre la morphologie. Et donc j'ai préconisé une approche de la morphologie et de la phonologie du chinois archaïque, la reconstruction du chinois archaïque, qui distingue de façon explicite entre des racines et des affixes. Il fallait qu'il y ait une théorie de la racine, il fallait qu'il y ait une théorie qui dise les mots du chinois archaïque sont composés d'une racine, voilà la forme des racines, voilà les formes possibles que les racines peuvent prendre, voilà ce qui est une racine possible, ce qui n'est pas une racine possible, et voici la liste des affixes qu'on peut ajouter aux racines, soit comme préfixe, soit comme suffixe, soit comme infix, avec leur fonction et la façon dont elles conditionnent le développement des sons du chinois archaïque vers le chinois ancien et vers les dialectes modernes. Et Baxter a été d'accord avec il a accepté ma critique, et nous travaillons depuis à une reconstruction qui sur ces principes. Donc à partir de 1993, je me suis attaché à comprendre la morphologie du chinois archaïque qui n'était pas connue, ou du moins dont très peu de choses étaient connues. Les conclusions de ce travail de plusieurs années sont présentées dans mon livre de 1999, intitulé « The Roots of Old Chinese ». J'y décris les principaux affixes du chinois archaïque, les préfixes S, M, N, K, l'infixe R, le suffixe S, ainsi que plusieurs autres affixes dont l'existence est moins certaine. Et j'y présente des hypothèses sur la façon dont ces affixes interagissent avec les consonnes de la racine. De plus, j'illustre dans ce livre ces idées sur la morphologie dans une partie qui est consacrée à l'étymologie de mots chinois choisis pour leur importance, surtout culturelle. Donc, comme je l'ai dit, depuis la publication de mon compte-rendu sur son livre, Bill Baxter et moi avons engagé un dialogue qui a débouché en 2003 sur un projet commun de reconstruction du chinois archaïque. Ce projet est en cours. Nous travaillons à une base de données de reconstruction des mots du chinois archaïque. Et en revenant un petit peu en arrière, vers 1993, j'ai fait un séjour d'1 an à l'université d'Hawaï, où travaillaient les austronésianistes. Stanley Starosta et Lawrence Reed avaient fait bon accueil à ma théorie sino-austronésienne. Ils enseignaient à l'université d'Hawaï.
Bob Blust enseigne aussi à l'université d'Hawaï. C'est l'austranaisianiste le plus en vue, mais lui il restait sceptique. Et ce séjour à Hawaï m'a permis de me familiariser avec la linguistique austronésienne. Le monde de la linguistique austronésienne m'apparaissait très différent du monde de la linguistique chinoise. En particulier, la différence principale que je voyais, c'était une différence qui concernait les questions de généalogie des langues, les questions de phylogénie. J'emploie les termes généalogie et phylogénie de façon un peu interchangeable. Chez les linguistes austronésiens, dans le monde de la linguistique austronésienne, les questions de généalogie des langues étaient très discutées. En particulier, l'idée néogrammérienne, les néogrammériens étaient des linguistes allemands à la fin du XIXe siècle, et ils ont eu un rôle fondateur dans la linguistique comparative, en particulier la linguistique comparative et historique des langues indo-européennes, et ce sont eux qui ont proposé les premiers le principe central de classification des langues, classification généalogique des langues, le principe étant qu'on doit classifier les langues par les innovations qu'elles partagent. Il ne faut pas classer les langues par les rétentions qu'elles partagent. Si vous savez que plusieurs langues sont apparentées, vous ne pouvez pas utiliser les caractéristiques de la langue ancestrale pour classifier les langues. Parce que si une caractéristique de la langue ancestrale se retrouve dans les langues phi, dans plusieurs langues phi, ça peut être complètement par hasard. Ça ne veut pas dire que deux langues phi qui ont préservé les mêmes caractéristiques de la langue ancestrale, ça ne veut pas dire du tout qu'elles ont forcément une histoire commune. Elles peuvent préserver ces caractéristiques de façon indépendante. Donc, ce que les néogrammériens ont montré, c'est que pour classifier les langues, il faut classifier les langues sur les innovations, les choses qui n'étaient pas dans la langue ancestrale, les choses qui sont apparues après. Si deux langues ont des innovations communes, deux langues dont on sait qu'elles sont apparentées, si elles ont des innovations communes, c'est un argument pour dire qu'elles ont une histoire, qu'elles font partie de la même branche, si vous voulez. Donc, cette idée était très présente dans le monde de la linguistique austronésienne. Elle avait été transmise aux austronésianistes par Dem Wolf, et elle avait été abandonnée par Diane en faveur de la lexicostatistique, qui classifiait les langues sur des bases complètement différentes, en comptant le nombre de mots qu'elles avaient, que les unes avaient, le nombre de mots en commun que les langues phi ont, et en disant que celles qui ont le plus de mots de vocabulaire de base en commun sont les plus prochement apparentées. Ça, c'est la lexicostatistique. C'est une façon de classifier les langues qui n'est pas du tout fondée sur les innovations partagées. Mais l'idée de la classification des langues sur innovation partagée avait été maintenue par Blust. Elle avait été un peu abandonnée par Diane, mais maintenue par Blust dans la tradition de Dem Wolf. Et Blust, en plus, avait renforcé cette idée par sa connaissance de la cladistique. La cladistique, c'est une théorie qui accourt chez les biologistes de l'évolution et qui est exactement la même, qui est fondée sur le même principe que l'idée néogrammérienne de classification par innovation partagée. C'est-à-dire que c'est la même idée mais appliquée à l'évolution des espèces. C'est-à-dire que pour dire que si vous voulez classifier les espèces animales en fonction d'une classification généalogique, vous devez utiliser des caractères qui n'étaient pas présents dans l'espèce ancestrale. C'est-à-dire que si vous voulez classifier les hommes, les ornithorynques et les oiseaux, si vous utilisez les œufs pour classifier, si vous utilisez le critère des œufs, vous allez être amené à dire que les ornithorynques sont plus proches des oiseaux qu'ils ne le sont des hommes. Mauvais critère, il ne faut pas utiliser les œufs. Les œufs étaient une caractéristique de l'espèce ancestrale aux trois. Il ne faut pas utiliser les œufs. Il faut utiliser, par exemple, les poils, les cheveux, enfin la fourrure.
les ornithorynques et les hommes ont de la fourrure, mais les oiseaux n'en ont pas. Bon, voilà, ça c'est une innovation du groupe formé par les hommes et les ornithorynques. Les biologistes de l'évolution ne connaissaient pas les linguistes, et ils ne connaissaient pas le principe néogrammérien, mais ils ont retrouvé le même principe indépendamment. C'est un biologiste suisse du nom de Willy Hennig qui a lancé la cladistique dans un livre de 1950. Donc il a retrouvé indépendamment les principes néogrammériens, et il a aussi assez considérablement affiné la théorie. Et Blust, donc linguiste austronésien, connaissait les travaux de Hennig et les a appliqués à la linguistique austronésienne. En fait, il était très conscient de ces choses-là. Et quand, venant de la linguistique chinoise, je suis arrivé en linguistique austronésienne, c'est quelque chose qui m'a beaucoup frappé parce que ces idées n'étaient pas du tout connues en linguistique chinoise. Et la raison en est, je pense que la linguistique chinoise n'est pas d'origine néogrammérienne, n'est pas de tradition néogrammérienne. La linguistique chinoise, c'est intéressant, c'est peut-être le seul cas d'une linguistique moderne qui est la fusion d'une tradition indigène très ancienne et d'une tradition moderne. Il y a en Chine une tradition très ancienne d'analyse phonologique, tradition très ancienne d'études sur l'histoire de la prononciation. Et il y a évidemment un élément de linguistique européenne en linguistique chinoise, mais pas vraiment la tradition néogrammérienne. Donc ces choses-là n'étaient pas du tout connues, et j'ai essayé de les introduire en linguistique chinoise. Donc en linguistique austronésienne, la grande question qui se discutait à Hawaï quand j'y étais, en 1993, c'était de savoir si le berceau de la famille austronésienne était à Taïwan, comme le disait Blust, sur des arguments cladistiques, c'est-à-dire sur des arguments fondés sur les innovations partagées, ou bien si le berceau était du côté de la Nouvelle-Guinée, comme l'affirmait Dayen, sur la base d'arguments lexicostatistiques. Donc, il y a loin de Taïwan à la Nouvelle-Guinée, c'est très loin, et ça faisait une très très grosse différence. C'est pas juste une question géographique, c'était pas juste la question de... Bon, on reconstruit le proto-austronésien, et après on se pose la question de savoir où est le berceau. Parce que, selon que vous mettez le berceau à Taïwan ou en Nouvelle-Guinée, l'arbre généalogique est complètement différent. Si vous le mettez à Taïwan, l'arbre généalogique, c'est en fait une longue branche d'où se détachent de toutes petites branches comme ça successivement. Tandis que si vous le mettez en Nouvelle-Guinée, l'arbre a plus la forme d'une étoile, avec un centre en Nouvelle-Guinée et des branches qui partent vers l'est, des branches qui partent vers l'ouest. Voilà. Donc, la forme de l'arbre est très importante parce que la forme de l'arbre va conditionner la langue que vous reconstruisez. En fait, vous n'allez pas reconstruire la même langue. Vous n'allez pas reconstruire les mêmes mots, vous n'allez pas reconstruire la même prononciation. Et pas la même grammaire non plus. Donc, c'est une question très importante. Est-ce qu'on mettait le berceau à Taïwan sur des arguments cladistiques ou en Nouvelle-Guinée sur des arguments lexicostatistiques? Pour moi, il ne faisait pas de doute que Blust avait raison, parce que sa théorie était soutenue par des faits archéologiques convaincants. Notamment s'il y a on trouve la même séquence d'apparition de culture archéologique avec céramique, enfin avec la poterie, à partir de Taïwan. Donc là, Taïwan, ça apparaît vers 5000, aux Philippines vers 4000, etc. etc. Si plus loin vous allez dans le Pacifique, plus les dates sont récentes. Et puis les dates d'occupation sont récentes aussi, donc il me semblait très clair que le berceau était à Taïwan et que ce qu'on voyait, enfin la propagation de la famille, la distribution des langues austronésiennes
en fait, reflétait une propagation progressive d'une population d'agriculteurs taïwanais qui s'était répandue par bateau graduellement vers le sud-est, l'est-sud-est dans le Pacifique. Donc pour cette raison en particulier, j'étais convaincu par ce que disait Blost. Et le berceau à Taïwan était d'ailleurs pour moi une condition sine qua non pour ma théorie sino-austronésienne. Ma théorie sino-austronésienne avait du sens si le berceau était à Taïwan, par contre s'il était en Nouvelle-Guinée, c'était vraiment invraisemblable de postuler une origine commune aux sino-tibétains et à l'austronésien. À l'époque, la majorité des austronésianistes acceptaient, comme moi, l'idée d'un berceau à Taïwan. Quant à l'idée de Diane, avec d'un berceau en Nouvelle-Guinée, elle est maintenant ultra minoritaire, presque plus personne n'y croit. Cependant, il y avait une question subsidiaire. Blost avait montré dès 1977 que toutes les langues austronésiennes en dehors de Taïwan avaient des caractères communs qui devaient être des innovations. Et en particulier des caractères communs dans le système des pronoms personnels, qui devaient être des innovations. Donc, si toutes les langues austronésiennes en dehors de Taïwan ont des innovations communes, ça veut dire qu'elles forment une seule branche. Et cette branche, Blost l'a appelée le malayo-polynésien, et l'ancêtre commun de cette branche, donc le proto-malayo-polynésien. Donc, le proto-malayo-polynésien devait être la langue parlée par un groupe d'Austronésiens ayant quitté Taïwan en bateau, peut-être vers 3000 ou 2000 avant notre ère, pour aller au nord des Philippines, base de laquelle ils devaient essaimer dans le monde austronésien assez rapidement en utilisant leurs bateaux, parce qu'ils étaient devenus des navigateurs extraordinaires. Et la question qui se posait était la suivante. Cette langue, le proto-malayo-polynésien, quelle était sa place dans l'ensemble des langues de Taïwan? C'est-à-dire que, vous voyez, si l'ensemble des langues austronésiennes hors de Taïwan forment un seul sous-groupe austronésien, ce sont les langues de Taïwan qui reflètent la première dispersion des langues austronésiennes. On peut penser que le proto-austronésien était parlé à Taïwan et que toutes les langues de Taïwan reflètent la diversité. En fait, que dans la petite île, rien que dans la petite île de Taïwan, vous avez une plus grande diversité de langues que dans le reste du monde austronésien, qui va, je vous le rappelle, de Madagascar jusqu'à l'île de Pâques. Donc la question qui se posait, c'est quel était le statut du proto-malayo-polynésien par rapport aux autres langues de Taïwan? Est-ce que le proto-malayo-polynésien était au même niveau que les autres langues de Taïwan? C'est-à-dire, c'est l'idée de Blost. Blost dit que à Taïwan, il y a 10 branches. Le proto-austronésien, la langue ancestrale de toutes les langues austronésiennes, c'est d'abord fragmenté en 10 branches, dont 9 sont aujourd'hui parlées à Taïwan, et la 10e est le malayo-polynésien. Donc Blost dit proto-austronésien à Taïwan, différenciation du proto-austronésien en 10 branches, une des branches part de Taïwan et va peupler le reste du monde austronésien. Ça, c'est l'idée de Blost. Il y avait une autre possibilité, c'est que le malayo-polynésien n'est pas à lui-même, n'est pas une branche primaire, mais fait partie, et plus prochement apparenté, à l'une des branches taïwanaises. Je ne sais pas si je me fais comprendre, c'est-à-dire que il est possible que le proto-austronésien se soit d'abord fragmenté en un certain nombre de branches, et que l'une de ces branches ait laissé des locuteurs à Taïwan, et que le malayo-polynésien, le proto-malayo-polynésien, soit un sous-groupe d'une de ces branches. Donc il y avait ces deux possibilités pour le malayo-polynésien, et comme je l'ai dit, Blost pensait que le malayo-polynésien était une branche primaire
du proto-austronésien. Mais mes amis Stan Starosta et Laurie Reed disaient qu'ils pensaient que en fait, le malayo-polynésien était plus proche de l'une des langues de Taïwan qui s'appelle l'AMIS, A-M-I-S. Blust pensait que non. Et Blust publiait en 1999 une étude de la généalogie des langues austronésiennes basée sur les innovations phonologiques, c'est-à-dire dans la prononciation, dans les langues de Taïwan et en malayo-polynésien. Donc sa conclusion, dont je vous ai parlé tout à l'heure, l'histoire des 10 branches, est fondée sur cette étude des innovations phonologiques dans les langues de Taïwan. Or, depuis mes travaux sur les dialectes kan, j'étais persuadé que les changements phonologiques ne servent à rien en phylogénie. Ils sont inutilisables parce qu'ils se propagent trop facilement aux langues avoisinantes. Ils se propagent par les bilingues. Si vous avez deux populations parlant deux langues différentes, il y a à la frontière, il y a d'habitude à la frontière des gens qui sont bilingues, et quand un changement phonétique se passe dans l'une des langues, il se transmet à l'autre langue par les bilingues, même si ce ne sont pas des langues apparentées. Donc, utiliser les changements phonétiques est très dangereux. Pour la classification des langues. Je pensais bien sûr que la classification des langues en elle-même était utile, qu'elle était même un préalable essentiel à la reconstruction, mais il me semblait que pour une classification généalogique correcte, il ne fallait pas utiliser des critères comme les changements phonétiques, il fallait utiliser des critères fondés sur des traits qui se propageaient moins et qui s'empruntaient moins facilement. Par exemple, le vocabulaire de base. Aussi, depuis la fin des années 90, je cherchais à identifier à Taïwan des innovations dans le lexique de base en utilisant la géographie linguistique. La géographie linguistique peut servir à identifier les innovations. Il y a un principe bien connu de géographie linguistique qui est que si vous avez une grande zone comme ça, où un certain trait est représenté aux deux extrémités, mettons au sud et au nord, tandis qu'au milieu, vous avez un autre trait, un trait différent. Mettons, vous avez le trait A au milieu et le trait B au nord et au sud. Le principe auquel je fais référence vous dit que le trait ancien, c'est le trait B. C'est celui qui est au sud et au nord. Ce n'est pas celui qui est au milieu. Celui qui est au milieu, c'est l'innovation. Pourquoi ? Parce que vous supposez qu'au départ, vous avez le même trait partout, et après, une innovation est apparue au centre, l'innovation s'est répandue jusqu'à couvrir tout le centre, mais en laissant des zones conservatrices à la fois, enfin, aux extrémités. Donc, si vous regardez les cartes de lexique de base, vous voyez certaines cartes où vous trouvez au sud et au nord, ou à l'est et à l'ouest, le même mot, tandis qu'au milieu, vous avez un nouveau mot. Donc, grâce à ces cartes, vous pouvez en déduire une partie de l'histoire. Vous pouvez retirer une partie de l'histoire, des événements. Vous en concluez que le mot qui est au centre est l'innovation. Donc j'ai cherché à faire une liste de ces innovations, et j'en ai trouvé quelques-unes, mais en recherchant ces innovations, j'ai eu la chance de faire une observation complètement inattendue pour moi. C'est une innovation qui est sur le mot pour 7, le mot qui veut dire 7, le nombre 7 dans les langues austronésiennes. Dans la plupart des langues austronésiennes, le mot qui veut dire 7, c'est pitou. Et dans une des langues de Taïwan, le mot pour 7, c'est un mot de 5 syllabes, mais la deuxième et la troisième sont pitou. Et le mot veut dire 5 plus 2. Et pitou, en fait, le P du début et la fin du mot pour 5, le I veut dire et ou plus, et tout est le début du mot pour 2. Donc, je me suis dit, bon, ça pouvait être une coïncidence, mais
si c'était une coïncidence, bon, ça n'avait pas de sens, mais si ce n'était pas une coïncidence, alors ça donnait une étymologie possible pour le mot pour 7. C'est-à-dire qu'on pouvait considérer que le mot pitou était une réduction d'une expression plus longue qui voulait dire 5 plus 2. Chasep pitou sa. Hein, c'est chasep 5, i et tout ça 2. Si vous enlevez la syllabe de la fin et les 2 syllabes du début, il vous reste pitou. C'est un peu plus compliqué que ça, mais enfin bon, en gros c'est le principe. Je me disais si c'est peut-être une coïncidence, mais pour le savoir, voyons ce qui se passe pour 8 et 9. Et en effet, pour 8 et 9, dans la même langue, vous avez la même chose. C'est-à-dire que ça, c'est moins facile à voir, mais on peut on peut trouver un scénario phonologique crédible en 6 stades qui vous fait évoluer les 3 formes complexes, chasep itusa, 7, chasep atelou, 8, chasep isepat, 9, qui vous les fait évoluer vers les mots austronésiens habituels, c'est-à-dire pitou, walou et siwa pour 7, 8, 9. Ces observations m'ont donné l'étymologie des mots austronésiens habituels, pitou, walou et siwa, 7, 8, 9. C'était des formes courtes qui étaient obtenues en coupant des morceaux à partir de formes plus longues qui voulaient dire 5 plus 2, 5 plus 3, 5 plus 4. Mais ces formes courtes, du même coup, étaient des innovations. Donc on avait là un ensemble de 3 innovations très utiles pour la phylogénie. Alors, ça c'était une première observation. J'ai fait une deuxième observation intéressante, c'est que non seulement ces 3 mots, 7, 8, 9, mais les 6 nombres de 5 à 10, 5, 6, 7, 8, 9, 10, se rencontraient dans des ensembles imbriqués de langue austronésienne. C'est-à-dire les formes courtes pour les mots 5, 6, 7, 8, 9, 10 se rencontraient dans des ensembles imbriqués de langue austronésienne, des ensembles de plus en plus grands. Et il y avait tel qu'il y avait une hiérarchie d'implication. C'est-à-dire que si vous êtes une langue austronésienne et que vous avez la forme puluk pour 10, alors vous pouvez être sûr que vous avez aussi siwa pour 9, walou pour 8, enem pour 6, lima pour 5 et pitou pour 7. Et ainsi de suite. Il y a une hiérarchie d'implication entre ces 6 nombres. Et la hiérarchie inverse n'est pas vraie. C'est-à-dire que si vous avez pitou pour 6, ben vous n'avez pas forcément les autres. Donc quand vous avez ce genre de situation, il est facile d'interpréter cette situation, une situation de hiérarchie d'implication, il est facile d'extraire de ces observations la généalogie des langues. C'est-à-dire que la langue où vous avez le plus, où vous avez toutes les formes, est la langue la plus innovatrice. Les innovations se sont faites l'une après l'autre dans des langues qui étaient les filles les unes des autres. La langue qui a innové puluk était la fille d'une langue qui n'avait pas encore puluk, mais qui avait pitou, walou, siwa, etc. Vous voyez, donc les innovations sont apparues l'une après l'autre, chaque fois dans une des langues filles. Alors, en fonction de... Donc j'en ai déduit la généalogie des langues austronésiennes de Taïwan, et cette généalogie implique une histoire, elle implique un berceau proto-austronésien qui est situé dans le nord-ouest de l'île de Taïwan, et la colonisation de l'île de Taïwan s'est effectuée par la plaine côtière, d'abord en descendant vers le sud, puis en remontant sur la côte est vers le nord, dans la direction opposée à celle des aiguilles d'une montre. La vague de colonisation laissant sur place, à chaque étape, des populations parlant diverses langues, dans lesquelles le système des nombres
passait graduellement d'un système à base 5 à un système à base 10. C'est-à-dire qu'on ajoutait graduellement un nouveau mot stable et inanalysable pour 6, 7, 8, 9, 10. Le proto-malayo-polynésien avait le système complet. Et l'amis, sur la côte est, l'amis, donc cette langue dont mes amis Stan Starosta et Laurie Reed disaient qu'il était plus prochement apparenté au malayo-polynésien, avait aussi toute la séquence complète des nombres, 6, 7, 8, 9, 10. Ainsi, j'ai pu démontrer l'idée défendue par mes amis d'une plus grande proximité de l'amis avec le malayo-polynésien, puisqu'ils avaient ces innovations communes, ils partageaient toutes ces innovations. Et j'ai présenté ces idées dans un article paru fin 2004 dans Oceanic Linguistics. Alors ces travaux ont trouvé un prolongement inattendu en linguistique Tai-Kadai. J'ai parlé tout à l'heure du Tai-Kadai, j'ai parlé de la théorie Ostrotaï de Bénédicte. Comme je l'ai dit, Bénédicte avait émis en 1942 l'idée que les langues Tai-Kadai sont apparentées à l'austronésien et non pas au chinois, sur la base de ressemblances frappantes dans le lexique de base, le vocabulaire de base. Sa théorie n'avait pourtant jamais été acceptée par les austronésianistes parce que certaines de ces comparaisons étaient manifestement fausses et lui-même ne s'intéressait pas beaucoup aux correspondances phonétiques. Bénédicte m'avait d'ailleurs critiqué en 1993, disant qu'on ne pouvait pas accepter à la fois sa théorie austrotaï et proposer que le chinois soit apparenté à l'austronésien. Pour lui, il y avait une contradiction. En effet, le chinois et le Tai-Kadai n'ont presque pas de lexique fondamental en commun, et d'autre part, Bénédicte considérait le Tai-Kadai comme une famille très ancienne, et l'austrotaï comme bien sûr encore plus ancien, puisque le Tai-Kadai était une des branches de l'austrotaï. Et proposer, comme je le faisais, un lien ancien entre le chinois et l'austronésien créait un conflit avec le Tai-Kadai. Vers 1995, je me suis attelé à résoudre cette contradiction. Et j'ai d'abord observé une chose intéressante, qui est que l'innovation principale du malayo-polynésien, selon Blust, c'est une innovation dans le système des pronoms, spécifiquement l'inversion des pronoms de deuxième personne, singulier et pluriel. Le singulier devient le pluriel et le pluriel devient le singulier. Ça, c'était l'innovation malayo-polynésienne. Eh bien, cette même innovation se retrouvait en Tai-Kadai. Ce qui impliquait que la famille Tai-Kadai dans son entier était un sous-groupe de l'austronésien, proche d'ailleurs du malayo-polynésien, puisque Tai-Kadai avait cette innovation commune avec le malayo-polynésien. Et le Tai-Kadai ne pouvait donc pas être une famille distincte et lointainement apparentée à l'austronésien, comme Bénédicte le proposait. En d'autres termes, la famille Tai-Kadai devait être beaucoup plus récente que ne le croyait Bénédicte. Et ma proposition sino-austronésienne, qui se rapportait à une époque plus ancienne, n'entrait pas en conflit avec les faits observés par Bénédicte. En gros, la parenté entre le Tai-Kadai et l'austronésien était vraie, mais récente. Et la parenté que je proposais entre l'austronésien et le chinois, et le tibéto-birman, était plus ancienne. Il n'y avait donc pas de conflit. En 1998, puis en 2000, deux linguistes, Ilia Peiros et Wirao Stapirat, donnèrent indépendamment l'un de l'autre des dates récentes pour le Tai-Kadai, aux environs de 2000, 1000 avant notre ère, pour le proto-Tai-Kadai, alors que Bénédicte, lui, envisageait une famille beaucoup plus ancienne, avec une proto-langue aux environs de 6000 ou 5000 avant notre ère. J'ai donc présenté mon idée à un colloque international que j'avais organisé à Périgueux en 2001. Donc l'idée que le Tai-Kadai est un sous-groupe de l'austronésien et non pas une famille lointainement apparentée. Alors, à cette époque, je n'avais pas encore fait mes observations sur les nombres. Et les observations que j'ai faites depuis sur les nombres dans les langues austronésiennes offraient une occasion de tester la théorie que j'avais présentée à Périgueux en 2001. Parce que si j'avais raison, dans la mesure où les langues thaï avaient des noms, si les langues thaï avaient des nombres austronésiens, des nombres comparables
au nombre des langues austronésiennes, eh bien ces nombres devaient être les mêmes que les nombres de la côte Est, les nombres de l'Amis, les nombres du malayo-polynésien. Ça ne devait pas être les nombres de la côte Ouest, où toutes les innovations n'étaient pas encore apparues. Et eh bien, cette prédiction est vérifiée. Les langues de 2 des 3 langues de la famille Tai-Kadai ont les mêmes nombres que l'Amis et le malayo-polynésien, exactement les mêmes. Quant à la 3e langue, elle n'a plus les nombres austronésiens, elle a emprunté les nombres chinois. Donc, sur la 3e langue, on ne peut rien voir. Alors, si Bénédicte avait raison, que le Tai-Kadai est une langue lointainement apparentée à l'austronésien, eh bien, on ne devrait pas trouver les nombres innovateurs de la côte Est. On devrait trouver, au mieux, les nombres conservateurs de la côte Ouest de Taïwan. Il restait encore à montrer de façon convaincante que la relation entre les langues Tai-Kadai et les langues austronésiennes n'est pas le fait du hasard. Pour cela, il fallait améliorer les correspondances phonétiques proposées par Bénédicte, qui n'avait jamais convaincu les austronésianistes, car elle faisait tantôt intervenir la dernière syllabe des mots austronésiens, tantôt la première, tantôt un petit peu de la première, un petit peu de la deuxième. Et j'ai eu la chance de trouver des éléments de preuve qui avaient manqué à Bénédicte dans une langue Tai-Kadai conservatrice qui s'appelle le Puyang, langue dans laquelle on peut encore trouver des mots de 2 syllabes, dont chacune correspond à l'une des syllabes de mots austronésiens à 2 syllabes. C'est-à-dire vous avez en Puyang des mots comme mata pour œil, qui correspond à mata pour œil en austronésien. Matai, plutôt matai, mourir, matai en austronésien. Manuk, oiseau en austronésien, manok, oiseau en Puyang. Donc ces comparaisons fournissent des correspondances très régulières et très convaincantes, et de fait elles paraissent avoir convaincu ceux des austronésianistes qui restaient sceptiques à la parenté entre l'austronésien et le Tai-Kadai. J'ai évoqué le travail en cours avec mon collègue Bill Baxter sur la reconstruction des Chinois archaïques. Je travaille également avec des généticiens des populations à Genève, des collègues genevoises, Alicia Sanchez-Mazas et Estella Poloni, à voir dans quelle mesure mes idées sur la formation des familles de langues Tai-Kadai, austronésiennes, sino-tibétaines sont compatibles avec ce qu'on sait de la génétique des populations. J'ai échafaudé une théorie que je n'ai pas encore présentée, qui est une théorie de l'origine des langues et des familles de langues en Asie orientale. C'est une théorie qui fait pendant à la théorie de Colin Renfrew et Peter Bellwood sur le rôle de la domestication des céréales dans la formation des familles de langues. Vous savez que jusqu'à il y a 12 000 ans, l'humanité était entièrement formée de groupes de chasseurs-cueilleurs. Vers 12 000 ans, il y a à peu près 12 000 ans, les premiers groupes de chasseurs-cueilleurs ont commencé non seulement à récolter des céréales sauvages, parce que les céréales sauvages sont très, très nutritives, mais à les planter et à sélectionner les graines de façon à ce que à la prochaine récolte, on ait seulement les plantes qui avaient les meilleurs épis repoussent. Donc domestication des céréales, ça s'est passé pour le blé il y a 12 000 ans au Moyen-Orient, et la même chose s'est passé pour le riz en Asie, à peu près au même moment, peut-être un tout petit peu plus tard, 11 000 peut-être, ou 10 000. Et à partir du moment où vous domestiquez les céréales, votre population va exploser. Vous allez pouvoir nourrir beaucoup plus de gens sur un plus petit territoire. Les chasseurs-cueilleurs ne peuvent pas dépasser un certain nombre de, je sais pas, 400 personnes au kilomètre carré, quelque chose comme ça. De plus, les femmes de chasseurs-cueilleurs ne peuvent pas donner naissance à des enfants trop souvent, parce que quand elles allaitent un enfant,
et elles sont obligées de se déplacer avec, et elles doivent attendre pour donner naissance à un autre enfant. Donc les populations de chasseurs-cueilleurs sont des petites populations, pas denses, tandis que dès qu'on passe à l'agriculture, on commence à avoir des grosses populations. Et les grosses populations se répandent. Évidemment, la langue des premiers agriculteurs se répand au fur et à mesure que la population se répand. Et au fur et à mesure que la langue se répand, elle se diversifie. Et on a à la fois donc un double mouvement d'expansion d'une population et de diversification de la langue qu'elle parle. Vous avez des dialectes qui apparaissent, et finalement ces dialectes évoluent pour donner des langues différentes, et au bout du compte, vous avez des familles de langues. Ce n'est pas le seul mécanisme de formation des familles de langues, mais Colin Renfrew a proposé que c'était le mécanisme qui est à l'origine de l'indo-européen, et du sémitique d'ailleurs, enfin des langues afro-asiatiques. Peter Bellwood avait proposé que c'était le mécanisme qui était à l'origine de l'austronésien. Je pense, moi, que c'est le mécanisme qui est à l'origine non pas de l'austronésien, mais de l'ensemble de langues qui est constitué par le sino-tibétain, l'austronésien et son sous-groupe, le taïkadai. C'est-à-dire que je pense que l'ancêtre commun de ce groupe de langues, que j'appelle sino-tibétain austronésien, Stan, était une langue d'agriculteurs qui possédait le riz et une deuxième céréale, un millet, dont le nom scientifique est Setaria italica, dont on sait qu'il a été domestiqué en Chine. On trouve d'ailleurs du vocabulaire, enfin les noms de ces céréales sont d'ailleurs communs entre plusieurs des branches de la famille. Voilà, donc je suis en train de travailler à cette hypothèse et à essayer de proposer une hypothèse générale qui a des aspects linguistiques, des aspects archéologiques et des aspects de linguistique des populations.